Alors, on est parti. Bonjour Thomas Daquin. Thomas, Ouais. Oui, bonjour, bonjour Sylvie. euh, Thomas Daquin, Toby Nouveau, Tabi Kumavo. Nkumava. C'est ça? Ouais, Comment? ouais, ouais, Euh, le nom double nom de famille, hein. Le nom d'un parent, d'un parent proche, puis d'un grand-parent, c'est ça? C'est deux, ouais. comment? Généralement, c'est comme ça au Cameroun. Le nom Oui, du parent et peut-être du grand-parent. c'est ça. Oui, C'est vraiment parce que nous, on est habitué au double nom de famille ici, mais pour d'autres raisons, c'est le nom des deux parents. Alors, je sais que vous, c'est un petit peu plus compliqué, puis que les frères et les sœurs n'ont pas nécessairement la même combinaison de nom de famille, hein, c'est ça? oui, C'est ça. Ben, c'est fantastique. C'est culturel, hein, parce qu'on va parler justement de la force de la situation dans la traduction. Alors ici, on a un oui. bel exemple de voir comment nos deux cultures sont différentes. Nous, on peut percevoir votre double nom de famille dans nos yeux de Québécois, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment toute une autre culture. C'est un peu pour ça que j'amène ça tranquillement, parce que je sais que votre approche, elle sort des sentiers battus, votre approche en traduction. Vous mettez beaucoup l'accent Mhm, sur la situation. oui. Est-ce que vous pouvez me dire, j'ai une première question à vous poser. Quand vous parlez dans le titre de votre ouvrage, une approche sémantico-morpho-syntaxique de la traduction, est-ce que vous couvrez seulement la traduction ou la traduction et l'interprétation? Oui, merci pour cette excellente question. Vous savez, la traduction et l'interprétation ont un dénominateur commun qui est que elles reposent toutes sur le sens. Alors, quand nous parlons d'approche sémantico-morpho-syntaxique de la traduction, cette approche concerne et la traduction et l'interprétation parce que la traduction repose sur la récolte du sens ainsi que l'interprétation. Donc, les deux notions se rencontrent en ce qui concerne la récupération et la formulation du sens. Donc, voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne votre question. Par contre, elles ne se font pas dans les deux, en interprétation et en traduction. Les contraintes de temps sont très différentes. Donc, on n'a peut-être pas le même temps pour recueillir tous les éléments pour construire la situation en interprétation qu'en traduction. C'est beaucoup plus rapide. On peut pas tout, mais ça reste quand même la même chose à la base. C'est ça que vous me dites. Oui, ça reste la même chose à la base parce qu'il faut avoir on est focalisé sur le sens. Et en interprétation, ça demande beaucoup plus d'efforts. Voilà pourquoi l'interprète devrait avoir une bonne compétence et une bonne performance linguistique parce que il a peu de temps pour traiter l'information et pour pouvoir répercuter cette information auprès de l'audience. Donc, il est important que l'interprète soit équipé en termes de ressources linguistiques qui lui permettent, n'est-ce pas, de bien saisir le sens et et de pouvoir le véhiculer aisément dans la langue d'arrivée. C'est ça. Et je sais que vous au Cameroun aussi, nous au Canada, on a une situation linguistique relativement simple parce qu'on a deux langues officielles. Au Cameroun aussi, vous avez plusieurs langues, vous avez les deux langues anglais-français et plusieurs langues qui sont très très parlées par les locuteurs camerounais, hein, c'est ça, mais qui n'ont pas le statut officiel non plus. Oui, oui, effectivement, au Cameroun, nous avons plusieurs langues locales, plus de 200 langues qui ne sont pas reconnues comme des langues officielles, mais qui sont parlées par les communautés en fonction de la situation géographique. Néanmoins, nous avons comme deux langues officielles, le français et l'anglais, même s'il faut tout de même noter que ces deux langues n'ont pas le même statut parce que le français est prédominant. L'anglais est relayé au second rang et on déplore encore ce problème de manque de bilinguisme effectif au Cameroun parce que le français occupe
presque tout l'espace linguistique camerounais, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de locuteurs français, beaucoup plus de locuteurs francophones, néanmoins qui s'intéressent déjà aussi à l'anglais parce que même dans nos établissements, les francophones envoient désormais leurs enfants dans les écoles anglophones pour qu'ils puissent s'exprimer en anglais. Donc voilà ce que nous pouvons dire à ce sujet. Et maintenant, c'est quoi qui vous a amené à écrire dans ce contexte-là dans lequel vous évoluez? C'est qu'est-ce qui vous a amené à écrire de la sémantique à la traduction? Vous-même, vous êtes traducteur. Oui, oui, je suis traducteur. Vous savez, la traduction a un problème, c'est que depuis que Carfor, en 1965, a publié Linguistic Theory of Translation, où il a développé la notion de correspondance formelle, au regard de mon expérience, j'ai constaté que certains traducteurs estimaient que la correspondance, prenaient la correspondance formelle comme une technique de traduction. À cela s'ajoute aussi l'intelligence artificielle qui produit les traductions littérales. Alors, le fait que les traducteurs considèrent la correspondance formelle comme une technique de traduction induit forcément des traductions littérales que nous appelons des traductions structurelles ou syntaxiques qui ne sont pas acceptables. Et j'ai donc pensé que il fallait proposer une théorie, une approche qui peut capaciter, c'est-à-dire donner les moyens aux traducteurs, renforcer les capacités linguistiques du traducteur, afin qu'ils comprennent que la traduction n'est pas une question de structure. Que lorsque Carfor, dans sa Linguistic Theory of Translation, parle de formal correspondence, il s'agit d'une méthode d'analyse contrastive qui ne relève pas de la traduction. Il s'agit plutôt d'une méthode d'analyse, d'étude contrastive qui se focalise sur les traductions déjà obtenues. Donc, on ne peut pas se baser sur cette notion pour la considérer comme une technique de traduction. Et en fait, j'ai voulu me présenter comme un chercheur en traduction non littérale, c'est-à-dire un chercheur qui combat la traduction littérale. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai écrit cet ouvrage. Je trouve ça très intéressant. Oui, je me rappelle moi-même dans ma thèse de doctorat, en passant, j'ai eu quelques interprètes qui ont participé à ma recherche, qui étaient d'origine camerounaise, qui étaient venus étudier à Ottawa en interprétation. Alors, c'est pour ça que les Camerounais m'intéressent beaucoup. Donc, j'avais parlé, Catford était un linguiste de toute façon, c'était pas un traducteur, et parce que c'était un petit peu ça le problème. Et il prenait des résultats, comme vous dites si bien, puis il les comparait. Alors, on n'apprenait rien sur ce qui se passait dans notre tête quand on regardait l'approche de Catford, c'est ça. Mais par contre, c'est comme si ça amenait un malentendu. C'est qu'il y a des traducteurs qui ont pensé qu'ils pouvaient faire ce que Catford disait, faire du mot à mot, ce qu'on appelle du mot à mot. Alors, vous êtes attaqué à quelque chose de gros là dans votre approche. Puis Oui, là, vous avez juste deux langues là. Vous avez alors, puis c'est pas la même chose selon les combinaisons de langues. Chaque combinaison de langue pose des problèmes différents, j'en suis certaine. oui, chaque combinaison de langue pose des problèmes différents, mais ce qu'il faut clarifier, qu'il faut tout de suite clarifier, c'est que, comme je l'ai dit, Carfor n'avait pas, son intention n'était pas de développer une théorie de la traduction. En fait, son Non, problème était de montrer que le problème de Carfor, c'est de dire que pour qu'on parle de traduction, toute traduction doit être enracinée dans l'étude comparative, dans l'analyse contrastive. Et lui, c'est il ça. s'intéresse aux traductions qui sont déjà obtenues. C'est Or, ça. Or, le traducteur devrait produire une traduction. Voilà pourquoi il est erroné, il est peu recommandé d'aller se baser sur des traductions déjà faites pour apprendre à traduire. Parce que la correspondance formelle, qui est le résultat de la traduction, ne peut pas être une technique de traduction. Et c'est ça qui fait Exactement. que, et c'est ça la principale cause, parce que si les élèves traducteurs et les traducteurs professionnels ne comprennent pas que la notion de correspondance formelle et même la transposition qu'il appelle shift sont juste des méthodes d'analyse de traduction, s'ils ne comprennent pas ça, s'ils comprennent plutôt que ce sont des techniques de traduction, alors on tombe dans des traductions littérales à tendance structurelle. Or, la logique veut que la traduction soit basée sur le sens et non la structure, parce que chaque langue a son génie, chaque langue a sa structure,
et ce n'est pas la structure qu'on doit répercuter dans la langue d'arrivée. On doit récolter le message, le formuler selon les canons rédactionnels de la langue d'arrivée et non selon les canons rédactionnels de la langue source. C'est ça qu'il faut clarifier. Et dans votre titre, justement, je vois sémantico-morpho-syntaxique. Donc, on a la sémantique, la morphologie de la langue et la syntaxe. C'est trois niveaux différents. Donc, dans ce que vous dites, vous partez de la sémantique pour aller vers la morphologie et après la syntaxe. C'est un peu ça, là, le chemin. Et la sémantique, ça comprend justement le côté situation, culture et ça. C'est ça votre définition de sémantique? Oui, avant d'en arriver Oui, allez-y. cette, à cette approche, il faut comprendre que pour analyser le discours, il faut un peu rentrer dans les travaux il s'appelle Jacques Damoret et Édouard Pichon, qui ont produit un chef-d'œuvre en 1911. L'ouvrage est Ah oui? intitulé, il s'agit de Jacques Damoret et Édouard Pichon. Ils ont produit un chef-d'œuvre en 1911 intitulé Des mots à la pensée. Des mots à la pensée, essai de grammaire française. Alors, dans cet ouvrage, il démontre que la pensée, c'est-à-dire le langage, est l'outil le plus proche de la pensée. C'est-à-dire, c'est le langage qui permet de véhiculer la pensée. Et c'est sur la base de cette philosophie que Gustave Guillaume a développé la psychomécanique ou alors la psychosystématique. Alors, qu'est-ce que Gustave Guillaume dit dans la psychosystématique? Gustave Guillaume nous fait comprendre que le langage est une entité virtuelle qui est propre à l'être humain. Et la seule manière d'extérioriser cela, c'est, en fait, la pensée, c'est une entité virtuelle qui est propre à l'être humain. Et la seule manière de véhiculer la pensée, c'est le langage. Et cela se fait dans le discours. Voilà pourquoi Gustave Guillaume vous parlera de visibilité mentale, c'est-à-dire la capacité de l'esprit humain à appréhender le langage. Après la visibilité mentale, Gustave Guillaume vous parle de la dissibilité mentale, c'est-à-dire que une fois que le matériau qui est le langage a été récolté, on a maintenant, l'esprit humain a maintenant la capacité de formuler les pensées. Après donc la dissibilité mentale, il y a ce qu'il appelle la dissibilité scripturale ou orale, c'est-à-dire que j'ai déjà la compétence linguistique, je vais maintenant m'exprimer et produire un discours. La dissibilité mentale ou la dissibilité scripturale ou orale conduit donc à ce qu'il appelle le dire effectif. Le dire effectif qui est le texte qu'on produit ou alors le discours qu'on produit. Et ce dire effectif induit enfin un dit terminal. Un dit terminal qui est, s'il faut rentrer un peu dans l'école de Copenhague de Louis Hemslev et Viggo Brondal, on parlera de substance du contenu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous parlons d'approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction, c'est une perception de la traduction qui s'appuie sur la morphosyntaxe raisonnée. Alors, la morphosyntaxe raisonnée veut que lorsqu'on parle d'énonciation, l'énonciation, c'est la transmission des pensées. C'est la matérialisation de la pensée qui est une faculté, c'est-à-dire une entité intérieure abstraite qui se matérialise en discours. Et maintenant, lorsqu'on veut analyser le texte, il faut comprendre que c'est la pensée qui gouverne l'énonciation. Et donc, quand on étudie le sens, c'est le sens, c'est-à-dire c'est la pensée qu'on doit déterminer, la pensée qui se manifeste dans le texte. Voilà pourquoi il faut développer une approche sémantico-morphosyntaxique qui tient compte des circonstances dans lesquelles la pensée est née et comment cette pensée est matérialisée, parce que la structure n'est que le résultat. Donc, en un mot, l'approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction s'appuie sur la morphosyntaxe raisonnée, dont le principe essentiel est que l'idée commande la forme, c'est-à-dire la pensée oriente la structure. Voilà pourquoi nous parlons de sémantico-morphosyntaxique. Donc, on part de la pensée pour la structure. Sur un autre plan, on parlera de démarche onomasiologique qui s'oppose à la démarche sémasiologique. Parce que dans l'onomasiologie, on étudie la pensée globale. Alors que dans la sémasiologie, il s'agit des idées, c'est-à-dire il s'agit des concepts. oui, des concepts Oui, c'est ça. dont on étudie le sens.
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énonciation, c'est la manifestation ou alors c'est la production de la pensée. Une pensée qui est virtuelle, mais qui se matérialise dans le discours. Et J'aurais lorsqu'on analyse dans, oui, j'aurais et juste une lorsqu'on question à analyse vous dans le poser. Oui, discours, après ça, continuez, puis j'aurais une question à vous poser. oui, et lorsqu'on analyse dans le discours, il faut adopter une approche qui part de la pensée vers la structure et non de la structure vers la pensée. Parce que si on dit, quand on dit approche sémantico-morphosyntaxique, ça veut dire on parle du sens vers la structure parce que c'est le sens ou alors l'idée qui commande la structure et non OK. l'inverse. Et non l'inverse. Parce que si on dit la structure commande l'idée, alors on tombe sous le coup de la correspondance formelle qui n'est pas une technique de traduction et cela induit des traductions structurelles. C'est là le problème. Donc, il faut partir de l'idée à la structure parce que quand vous lisez les travaux de mésosémantique de François Rastier, il parle de syntaxe sémantique. Il parle de syntaxe sémantique, c'est-à-dire que la structure n'est pas autonome. La structure est gouvernée par le sémantique. Donc, en d'autres termes, l'aspect sémantique euh, prime sur l'aspect linguistique. C'est ça qu'il faut comprendre Absolument. C'est ça. sur l'approche sémantico-morphosyntaxique. Mais la Oui, chose que je vous poserais, on parlait d'entrée de jeu du nombre de langues qui sont parlées au Cameroun et on peut étendre ça au nombre de langues qui existent dans le monde entier. Euh, Vous parlez de la pensée, donc je la vois dans votre discours, dans votre présentation comme quelque chose de universel, mais on sait que les langues ne sont pas capables de rendre tous les concepts. Il y a des langues, dans certaines langues où certains concepts n'existent pas. Donc la pensée est différente. Euh, je peux juste donner l'exemple anglais-français puisqu'on est là-dedans. Déjà, oui, il y a qui parlait de ça? Je crois que c'était Jean Delisle qui parlait du découpage de la réalité qui est pas le même en anglais et en français. Là, on parle de la oui, découpage de la réalité, donc des oui, concepts. Je parle aussi d'anglais-français. Là, c'est plus le français est très genré, l'anglais est oui, très neutre. Donc, il y a des choses oui. qui gouvernent la pensée. On pense pas de la même façon en anglais qu'on pense en français. Euh, Puis on dirait que ça passe jusque... Je comprends qu'il y a comme les concepts, là, il y a les noyaux, mais il y a des choses qui n'existent pas. C'est ça un peu là Oui, dans oui, je les langues. comprends parfaitement. Comprenez? Je comprends parfaitement votre préoccupation. Vous savez, Umberto Eco a produit un ouvrage intitulé Dit presque la même chose. Ah, j'aime ça Umberto, je comme pense, titre. oui, oui, je pense que l'ouvrage a été publié en 2002 en Espagne. Ça a été écrit, je crois, publié en 2002, si je ne me trompe pas. Alors, dans cet ouvrage, Umberto Eco démontre que la traduction est une question de culture et les cultures diffèrent en fonction des peuples. Alors, C'est ça. lorsqu'on traduit, il ne peut pas avoir mêmeté d'expression, c'est-à-dire il ne peut pas avoir correspondance parfaite. Donc, on fait presque la même chose. C'est pourquoi on va parler de la notion d'adaptation. Parce que, étant donné que la langue est le moyen par excellence de l'expression de la culture étant c'est-à-dire une réalité géographique spécifique au groupe qui est concerné, il est impossible d'avoir la même culture partout. C'est Voilà ça, pourquoi exactement. on essaye juste de trouver des similaires, on essaye de comparer des situations similaires et c'est ça qu'il faut faire lorsqu'on parle de traduction. Les concepts peuvent ne pas être les mêmes, mais ils peuvent être similaires. Donc, le traducteur, son rôle, c'est de pouvoir identifier l'élément culturel de la langue source et voir dans quelle mesure il peut l'adapter dans la langue cible. Qu'est-ce qui peut correspondre à ce qui est dit dans la langue source. Et voilà pourquoi vous avez, par exemple, des tournures vernaculaires, des tournures topologiques, des tournures idiomatiques qu'il faut adapter en fonction des réalités de la langue d'arrivée. Voilà. Effectivement.
C'est ça, exactement. Et ça, c'est pas, c'est difficile. Et je vous écoute puis dans votre propos, ça me fait réaliser la puissance de la langue chez l'être humain, qui est à la fois quelque chose de individuel, de personnel, la pensée personnelle du locuteur, et aussi la représentation d'une collectivité, parce que comme vous dites, la langue représente la culture. Donc, c'est puissant, la langue, c'est quelque chose. C'est la première fois, je sais pas, là, je vous écoute, puis c'est la première fois que j'en prends conscience à quel point la langue peut être puissante comme outil, là. Oui, la langue comme je l'ai dit, c'est l'outil c'est le moyen d'expression de la culture. Mais il faut comprendre que même comme elle est un moyen d'expression de la culture, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite Non, parce c'est que ça. oui, elle n'est pas parfaite parce que lorsque vous comparez la langue, peut-être, c'est Jacques Maroso dans Précis, il a écrit un ouvrage, La Précis des stylistiques françaises, qui compare la langue aux travaux d'un peintre. Il dit que la langue ne peut pas représenter fidèlement ce qu'un tableau qui a été peint par un peintre peut représenter. Donc, la langue, c'est un moyen d'expression de la culture, mais elle a des limites. Elle a des limites parce que la pensée n'est pas toujours bien formulée au moyen de la langue. Souvenez-vous de la maxime de Boileau qui dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Ça, c'est une réalité qui ne s'applique pas toujours. On parlera donc d'inapplicabilité de cette réalité parce que vous avez des idées à proposer, mais vous avez des barrières linguistiques. Même si vous êtes locuteur natif, il est parfois difficile d'exprimer clairement ce qu'on veut, ce qu'on dit, parce que la pensée, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on éprouve, c'est ce qu'on envisage. Et, et les mots ne sont pas toujours appropriés. C'est-à-dire, on n'a pas toujours le nécessaire pour formuler cela. Voilà pourquoi l'autorité devrait prendre conscience des limites de la langue. Des limites de la langue, c'est-à-dire des limites de la langue utilisée en contexte. Comprendre que même s'il n'est pas appelé à produire un nouveau texte, même s'il n'est pas appelé à réécrire le texte de l'auteur, il peut l'améliorer. Il peut l'améliorer, ce qui veut dire que le texte source, le texte qui nous sert de traduction, c'est pas une recommandation médicale euh, à laquelle on doit forcément se plier. Il y a des aménagements qu'on peut faire une fois qu'on a déterminé la pensée qui circule. Parce que en cas d'inapplicabilité de la loi de Boileau sur l'expression, il revient au traducteur d'améliorer ce que l'auteur a voulu dire. Et là, C'est vraiment j'aimerais sur oui, 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 et là, allez-y. j'aimerais sur un élément essentiel de ma philosophie de la traduction qui consiste à traduire l'intention communicative associée au message. Vous comprenez? Parce Ben, ce que que, je comprends, l'intention de l'auteur de l'auteur du texte de départ. Donc, oui, allez-y. Je suis pas sûre de tout saisir. Je vous écoute. parce que l'objectif global, ou alors l'objectif général, c'est de faire comprendre au traducteur que le texte source ne doit pas être une menace pour lui. Le texte source, c'est un appui, c'est-à-dire quelque chose qui l'aide à faire son travail. Parce que le travail du traducteur, c'est de faire passer le message. Et lorsqu'on passe le message, il faut faire passer ce message sur le plan sémantico-pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que le message s'accorde avec l'intention communicative de l'auteur. Et parfois, comme je le dis, l'intention, elle peut être en désaccord avec le message. Voilà pourquoi le traducteur doit concilier ce qui est dit et ce qu'on veut dire. Parce que si on s'appuie uniquement sur ce qui est dit et que Mhm. ce qui est dit est mal dit, alors la traduction est biaisée. Mais lorsqu'on tient compte du fait que ce qui est dit peut ne pas être bien dit et Mhm. que ce qui est dit peut ne pas s'accorder avec ce qu'on veut dire,
on va d'abord s'asseoir et harmoniser. C'est cette harmonie-là qui donne lieu à l'interprétation. Parce que tant que tant que le message, c'est-à-dire si nous devons faire un peu de grammaire générative, tant que le message de surface et le message en structure profonde s'accordent, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tant que le message visible s'accorde avec la portée pragmatique, c'est-à-dire la portée élocutoire dans la logique de Austin, alors on fait la traduction, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ces deux ne sont pas en osmose, on est obligé de recourir à l'interprétation. Et c'est pourquoi j'ai dit, le texte source n'est pas une recommandation médicale. Et même si c'est une recommandation médicale, on peut l'améliorer parce que lorsque cette recommandation ne marche pas, il faut faire des réajustements. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre ça comme si c'était quelque chose de calé qu'on ne peut plus refaire. Il faut s'assurer que l'intention s'accorde avec ce qui est dit. Parce que c'est lui qui, le texte source peut être le résultat, ça peut être un texte cible, c'est-à-dire qu'un texte qui provient d'une traduction, ça peut Mhm. être écrit par un natif. Et il faut comprendre que être natif ne signifie pas maîtriser les Oh non. procédures rédactionnelles. Non. Parce que s'exprimer, c'est-à-dire le langage parlé est différent du langage écrit. Donc, le traducteur doit prendre conscience de tout cela et c'est ça qui lui donne une certaine confiance, une certaine autonomie, une certaine marge de manœuvre pour qu'il comprenne que le texte n'est pas, le texte qu'il a devant lui n'est pas une menace. Ce n'est non plus une constitution qu'on ne peut pas violer. C'est ce qu'il faut Hmm. comprendre. Voilà. Hmm. Je sais que par contre, je trouve ça intéressant entre nous d'en parler, mais quand on fait affaire avec des clients à qui justement on remet cette traduction-là parce que eux ils n'ont pas les connaissances de la langue de départ ou une connaissance moyenne là, ça peut amener parce que le client lui va regarder, il va dire le texte de départ, bien il y a tant de mots, puis là dans la phrase du texte d'arrivée je reconnais pas les mêmes mots là. Moi, j'ai vu ça parce que j'ai travaillé. Ben, vous devez voir ça aussi dans votre pratique de la traduction, que les clients, eux, ils sont insécures quand ils voient que ça correspond pas tout à fait là. Ça, c'est un autre débat aussi là. Alors, je sais pas comment est-ce qu'on peut leur expliquer aux clients là, Oui, en termes pour les je prochains. Ouais. pense qu'il faut, oui, je pense il faut parler, il faut éduquer le client parce que il y a certains Mhm. clients qui n'ont rien, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas des experts en traduction et qui se disent que ils devraient avoir la même longueur, c'est-à-dire que s'ils ont 10 Oui. phrases dans le texte de source, ils devraient avoir 10 phrases dans le texte d'arrivée et que si ces phrases sont découpées, c'est effectivement des phrases découpées. C'est un peu difficile pour quelqu'un, pour un client qui ne connaît pas, qui n'a aucune idée sur la traduction, mais le traducteur devrait faire comprendre au client que la traduction, ce n'est pas une question de décompte des mots. Parce que si c'est une question de décompte des mots, on va faire la traduction structurelle ou lexicale, c'est-à-dire qu'on va compter qu'on a 10 mots au texte de départ, dans le texte de départ, il faut qu'on ait 10 mots dans le texte d'arrivée. Ce n'est pas ça. Parce que chaque langue a ses spécificités. Quand vous comparez, par exemple, l'anglais et le français, vous allez vous rendre compte que l'anglais est beaucoup plus synthétique, alors que le français a tendance à être un peu plus long. Donc, Mhm. il faudrait juste faire comprendre aux clients que vous voulez la traduction. Ce n'est pas vous-même qui allez consommer la traduction, c'est le public qui va consommer la traduction. Et je peux vous garantir que la traduction a été bien faite. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter. Ce n'est pas une question. Il faut faire comprendre cela aux clients que la traduction n'est pas une question de mots. Et c'est ce problème-là, c'est ce combat que nous menons parce que au Avec Cameroun, par exemple, l'intelligence artificielle. Avec oui, oui, l'intelligence artificielle, avec hein. l'intelligence artificielle, et oui, avec l'intelligence artificielle et le bilinguisme, il y a une certaine opinion qui pense que le bilinguisme, que la traduction est un fait de bilinguisme. Non, la traduction n'est pas un fait de bilinguisme. Parce que si c'est un fait de bilinguisme, alors on n'a plus besoin d'avoir des écoles de traduction. Ça veut dire que quiconque possède un dictionnaire bilingue peut traduire. Or, la traduction va au-delà des mots. Parce que, comme nous le disons, nous ne traduisons pas les mots, nous traduisons la pensée qui circule dans le texte.
C'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que vous trouvez pas aussi qu'avec ce que vous connaissez la post-édition, vous connaissez la post-édition? C'est lorsqu'on donne à des traducteurs des sorties machines produites par l'intelligence artificielle et que le traducteur doit remettre améliorer la sortie machine. C'est justement basé là-dessus, là. C'est que en fait, l'intelligence artificielle, d'après ce que j'ai cru comprendre, votre perception, ben, c'est ça, c'est qu'elle traduit des phrases sur le plan structurel, elle donne une traduction structurelle. Alors, la post-édition, c'est ça, on donne au traducteur ce qui est fait par l'intelligence artificielle qui est structurel, puis on demande au traducteur de mettre ça plus idiomatique. Alors que c'est très difficile là, de faire ça, là. On travaille dans des environnements, vous avez Trados au Cameroun, vous me l'avez montré. On travaille dans des environnements aussi segment par segment. On perd de vue le fil conducteur, on perd de vue le contexte parce chaque phrase est considérée comme une entité en soi, puis on est pris dans la structure. Je ne sais pas si vous voyez un peu là Je trouve que les outils d'aide à la traduction ne nous aident pas, ne nous aident pas, mais nous compliquent la vie. Les Non, traducteurs, là, je parle. les outils, vous savez, les outils d'aide à la traduction, ils ne sont pas totalement, ils ne sont pas totalement, c'est pas les outils qui font problème. Le problème, c'est que celui qui est traducteur, il doit s'assurer qu'il a un bagage linguistique approprié pour juger de la qualité des Hmm. traductions générées par l'intelligence artificielle. Quoi qu'il en soit, que ce soit des outils d'intelligence artificielle générative ou bien des outils d'intelligence artificielle neuronale, ces outils ont la particularité qu'ils pondent des traductions littérales et structurelles. Et cela induit donc ce qu'on appelle les biais d'ancrage, sauf si je trompe, excusez-moi si je me trompe sur la terminologie, je pense qu'on parle de biais d'ancrage, c'est-à-dire que ce sont l'influence, c'est-à-dire c'est l'influence que les traductions générées par l'intelligence artificielle ont sur le traducteur. C'est-à-dire que le traducteur n'a plus la capacité de réfléchir par lui-même, il s'appuie sur ce qui est généré et il est presque collé à la source. Voilà pourquoi. Il est prisonnier de la source, de la structure, Oui, là. C'est plus que oui, ça. Quand vous parlez de biais d'ancrage, c'est très difficile de prendre du recul. oui, oui. Voilà pourquoi il faut comprendre que la traduction, la post-édition n'est pas un problème. Comme je disais, le problème, c'est avec le traducteur. Il faut que le traducteur comprenne que la post-édition a été faite de manière mécanique, sans tenir compte du contexte, sans tenir compte de la portée élocutoire, sans tenir compte des paramètres extra-linguistiques. Parce que lorsque vous avez un texte qui est devant vous, ce texte provient d'un environnement qu'on appelle le contexte. Et ce texte est né d'un contexte, ce qui signifie que les mots qui sont utilisés là ne sont pas les seuls qui font le sens de ce texte. Parce qu'il y a des paramètres sémantisants extra-textuels dont il faut tenir compte, et il faut tenir compte de la logique globale, ce que Rastier appelle synergie syntagmatique, c'est-à-dire que le sens global, que ce soit au niveau du syntagme, au niveau de la phrase, au niveau de la période, au niveau du texte et même en relation avec les autres textes. C'est ce que Rastier préconise dans sa mésosémantique. Parce que le sens d'un texte, quoi qu'on dise, tout texte, il n'y a pas de texte ex nihilo. Tout texte dépend d'un autre texte. Et même s'il ne dépend pas forcément d'un autre texte, tout texte s'inscrit dans le cadre de ce que les Anglais appellent speech community, c'est-à-dire la communauté linguistique, qui a ses manières de s'exprimer. Et donc, lorsqu'on analyse un texte, je ne dis pas qu'il faut absolument aller chercher la signification ailleurs, mais il faut comprendre que l'analyse sémantique induit l'interprétation. Vous ne pouvez pas traduire un texte sans interpréter. Or, l'intelligence artificielle s'appuie sur ce qu'elle a, c'est-à-dire la structure de surface, et elle oublie qu'il y a des paramètres comme l'implicite, comme la structure profonde, avec la kinésique, l'intertextualité et la subjectivité qui relève, n'est-ce pas, parce que le langage, c'est l'appropriation parce que l'énonciation, c'est l'appropriation du langage par le sujet parlant. L'intelligence artificielle ne tient pas compte de tous ces paramètres.
Elle se focalise sur ce qu'elle a devant elle et elle vous pond des traductions littérales. Voilà pourquoi le traducteur, qui est un arbitre, devrait agir comme un arbitre, devrait avoir un bagage linguistique solide pour comprendre que les traductions pondues par l'intelligence artificielle servent juste de point de départ. Ils doivent être améliorés en tenant compte de ce qu'on appelle, ce que je peux appeler la solidarisation sémantique, c'est-à-dire que la cohérence qui part du premier mot jusqu'au dernier mot du texte. C'est ça qui fait le sens global d'un énoncé et non des éléments pris de manière dispersée. Je vais vous poser une question, je trouve ça très intéressant, mais c'est peut-être pas, en tout cas, je vais la poser quand même. Vous me dites, l'interprète, le traducteur doit avoir un bagage solide pour pouvoir traiter les sorties, en fait, les traductions qui lui sont proposées par ChatGPT et compagnie. Euh, mais comment le traducteur peut-il acquérir ce bagage solide, si ce n'est en dehors de l'intelligence artificielle, mais elle est partout maintenant. On travaille qu'avec cet outil-là. Moi, j'ai eu la chance de travailler la majeure partie de ma carrière. J'avais pas d'intelligence artificielle, donc je continuais à lire, je continuais à me faire une tête en dehors de l'intelligence artificielle. Maintenant, elle est de plus en plus présente. Moi, je sais que j'ai le bagage qui est là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le jeune traducteur qui est à l'université et qui, depuis son secondaire ou son primaire, est toujours dans l'intelligence artificielle, aura-t-il la chance ou aura-t-elle la chance d'acquérir les connaissances, le bagage nécessaire pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle son outil et non pas que l'intelligence artificielle prenne le pas sur les traducteurs. Je ne sais Oui, pas, est-ce que oui, vous me voyez un peu ce que je veux dire? Comment oui, oui. peut-il acquérir ce bagage-là s'il est toujours en train de baigner là-dedans? Je pose la question, je suis sûre qu'il y a des solutions, là. Oui, 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 C'est pas je sans comprends solution. parfaitement. Je comprends parfaitement votre question. Il est fondamental que les tradopédagogues, c'est-à-dire que ceux qui sont Oui. chargés d'enseigner la traduction, il est fondamental qu'ils intègrent l'enseignement, les contenus de sémantique dans la pédagogie de la traduction. Et c'est ce que je préconise dans mon ouvrage. Il faut Hors rapprocher. intelligence artificielle, hein, c'est ça que vous voulez Oui, dire? oui, 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 parce que OK. oui, dans un contexte où l'intelligence artificielle bat son plein, il est fondamental que la traduction, que les contenus de traduction soient revus. Et voilà pourquoi il faut intégrer les cours de sémantique. Quand je dis les cours de sémantique, cela induit évidemment la pragmatique et la stylistique, parce qu'il faut renforcer les capacités du traducteur. Parce que le problème que nous avons dans nos écoles de traduction, au Cameroun par exemple, vous avez des écoles de traduction qui recrutent les élèves sur la base du concours. Ça veut dire que vous pouvez venir avec une licence qui n'est pas linguistique. Une fois que vous passez le concours, parce que vous parlez l'anglais et le français, vous êtes admis à l'école de traduction, alors que vous n'avez pas de bagage linguistique. Or, sans bagage linguistique, vous ne pouvez pas réussir en traduction, même avec l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle Non, c'est fonctionne en ça. fonction de... Oui, parce que l'intelligence artificielle vous donne en fait, réagit à ce que vous lui proposez. Si vous ne lui proposez rien de bon, il ne va rien vous proposer, elle ne va rien vous proposer de bon. Donc, il Mais est important d'abord. ça s'acquiert pas comme ça du bagage linguistique. Allez-y, oui, allez, je vous Oui, oui. écoute. Donc, il est fondamental d'introduire d'abord les cours de sémantique dans les écoles de traduction, qu'on enseigne les cours de sémantique dans les écoles de traduction, et c'est ce que je Hmm. préconise dans mon ouvrage. Et pour les traducteurs qui sont déjà formés, qui sont sur le terrain, ils doivent renforcer leurs compétences en sémantique, parce que la sémantique est la base. Pourquoi? Parce que pour mieux cerner le sens, il faut connaître les mécanismes de construction et de déconstruction du sens. Ce n'est que comme ça qu'on peut améliorer. D'ailleurs que cette intelligence artificielle ne vous donne pas, comment dirais-je, d'ailleurs que la traduction, c'est une activité qui demande beaucoup de recherche. Et vous avez par exemple le droit, vous devez lire de temps en temps des textes juridiques, apprendre un peu les différences entre le système common law et le système droit civil. C'est la même chose qui doit être fait en langue, mais un accent doit être mis particulièrement sur la sémantique parce que
On s'aperçoit que dans les écoles de traduction, on se focalise beaucoup plus sur le métalangage de la traductologie, Exactement. c'est-à-dire OK. les théories, Là, je viens de vous c'est-à-dire comprendre. oui, oui, c'est-à-dire les théories de la traduction, les approches de la C'est traduction. ça. Or, il est fondamental que la base, c'est-à-dire la base doit être bien faite. Et cette base-là, c'est la sémantique, c'est-à-dire enseigner aux élèves traducteurs qu'est-ce que l'énonciation, d'où vient le sens d'un énoncé, qu'est-ce que l'interprétation, pourquoi interpréter, comment interpréter. Ce n'est que ça qui peut permettre de renforcer les compétences. Et en ce moment-là, l'intelligence artificielle sera un véritable outil de Outils. soutien pour le traducteur. Je vais revenir sur votre notion de sémantique. Je suis entièrement d'accord 100% avec vous que la sémantique, c'est la base. J'en suis devenue consciente d'ailleurs quand j'ai fait ma recherche de doctorat, à quel point c'est important et toute ma façon de calculer les erreurs, pas de calculer, de voir les erreurs que faisaient les interprètes ou la qualité de leur interprétation était basée uniquement sur la sémantique et non pas sur la grammaire ni le lexique. Euh, j'ai travaillé avec la grammaire de cas de Fillmore pour ça, qui est une partie de la sémantique. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur comment vous voyez la sémantique, justement, là. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est large, la sémantique. Est-ce que c'est, vous parlez de cohérence, vous parlez de concept, est-ce qu'il y a des théories, des théoriciens qui sont plus, pour vous, sont plus importants selon vous pour qu'on puisse renforcer nos compétences en sémantique, nous les traducteurs? Très bonne question. Effectivement, il y a des théoriciens qui sont très importants pour le traducteur. Je parlerai de François Rastier qui développe la notion de mésosémantique. Je parlerai de Wilson et Speber qui parlent de la théorie de la pertinence. Je parlerai de Paul Gris qui parle des maximes conversationnelles. Je parlerai de Oswald Ducrot, de Catherine Kebrat-Orokieni. Je parlerai de Christophe Schwarz qui parle de sémantique lexicale. En fait, voilà des théoriciens qu'il faut quand même qu'il faut exploiter. Néanmoins, j'ai fait un travail assez globalisant. J'ai essayé de récolter au sein de ces théoriciens les éléments fondamentaux qui peuvent aider le traducteur à mieux renforcer ses compétences en traductologie. Voilà pourquoi j'ai proposé mon approche sémantico-morphosémantique de la traduction est sous-tendue par ce que j'appelle la théorie inférentielle. La théorie inférentielle Ah, qui mon est, Dieu. Là, oui, OK, je vous laisse aller. oui, Ça oui, me parle la beaucoup, les théorie, inférences. Ça, c'est une grosse oui, oui, difficulté. Mhm. oui, oui. Déjà, avant de continuer, j'aimerais préciser que la différence entre approche et théorie est simple, c'est que les théories de la traduction se focalisent sur la définition de la traduction et l'objectif de la traduction, alors que les approches et les théories veulent autonomiser la traduction, alors que les approches de la traduction sont des méthodes qui portent sur la procédure, c'est-à-dire comment traduire, comment résoudre les problèmes de traduction, où trouver la résolution, où trouver la solution au problème de traduction. C'est déjà ça la différence entre les théories et les approches. Alors, dans ce que je propose, c'est une théorie hybride, c'est-à-dire une théorie qui associe en même temps une approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction et en même temps une théorie, ce que j'appelle la théorie inférentielle. Alors, la théorie inférentielle s'inscrit dans la perspective du prolongement de la théorie interprétative d'Annika Seleskovich et Marianne Lederer. Parce que j'ai constaté que cette théorie n'explorait pas tous les contours énonciatifs qui contribuent à la construction du sens. Voilà pourquoi j'ai développé cette théorie qui repose sur 4 postulats essentiels. À savoir, le premier postulat, c'est que la traduction porte sur le contenu et non le contenant. Parce qu'il faut comprendre que le contenant, c'est l'enveloppe linguistique, c'est-à-dire que c'est le texte, c'est le contenant, et le contenu, c'est le message adossé à l'intention communicative. Donc, dans mon premier postulat, je précise que la traduction est un acte de communication qui porte sur le contenu et non le contenant.
Ça, c'est le premier postulat. Le deuxième postulat dit que pour déterminer l'intention communicationnelle, pour déterminer le message, il faut fouiller dans le vouloir dire. Il faut fouiller dans le vouloir dire qui est ici, n'est-ce pas, qui renvoie à la dimension élocutoire du langage, parce qu'il faut comprendre que dans la théorie des actes de langage de John Austin et de John Searle, les actes de langage sont, il y a des actes constatifs et les actes performatifs. Et Austin est arrivé à la conclusion, celle de savoir que ce soit les actes constatifs ou les actes performatifs, tous ces actes sont performatifs parce que même l'action de décrit est une action performative. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on envisage le langage sert à faire des choses. On utilise le langage pour un but précis. Donc, tous les mots et les verbes de la langue traduisent des actions. Et ce sont ces actions-là que nous devons pouvoir déterminer lorsqu'on a un énoncé devant nous. Donc, le deuxième postulat, c'est donc qu'il faut déterminer l'intention, pour comprendre le message, il faut déterminer le vouloir dire, c'est-à-dire la portée pragmatique du message. Et le troisième postulat, c'est que lorsque le vouloir dire et le message de surface sont en désaccord, il faut recourir à l'interprétation, d'où la notion d'inférence. Parce que si ce qui est dit visiblement ne s'accorde pas avec ce qu'on veut dire, alors on recourt à l'inférence. Et peut-être j'aurai l'occasion de présenter des exemples où la structure de surface diffère de la structure profonde en raison des implicites et des autres implications sémantiques que le discours peut entraîner. Et enfin, le quatrième postulat repose sur la désambiguisation des énoncés. C'est-à-dire, je démontre que la traduction est un processus décisionnel d'orientation, de désambiguation et d'orientation du sens. Parce qu'on a des énoncés ambigus. On a des énoncés ambigus. Si je vous dis, si on dit en anglais, par exemple, John loves beer more than his wife. John loves beer more than his wife. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que John loves beer more than he loves his wife? Ou alors John loves beer more than his wife loves beer? Donc, il y a des énoncés ambigus qu'il faut n'est-ce pas, désambiguiser. Oui, c'est ça. Oui, et donc, j'ai essayé à mon petit niveau de proposer une théorie qui est un résumé des cours de sémantique que je propose. C'est-à-dire, capacité au traducteur, donner au traducteur les moyens pour interpréter. Parce que la traduction, c'est l'interprétation et il faut savoir comment interpréter et pourquoi interpréter. Justement, dans l'exemple que vous donnez, parce que j'ai eu ça plein là, quand j'ai fait mon analyse sémantique dans ma thèse, c'est justement, j'arrivais avec des énoncés, puis là, j'avais plus les personnes devant moi là, pour leur poser la question. Là, alors là, je savais pas si c'était l'interprétation A ou l'interprétation B. Alors, j'y allais comme je pouvais. Donc, ce que je comprends, vous proposez des façons justement de désambiguiser là, le plus rapidement possible pour livrer un message, le Oui, contenu. oui. En fait, la méthode, comme j'ai dit, en expliquant la différence entre théorie et approche, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que les approches, parce que la question qu'on peut bien me poser, c'est de savoir, vous dites que les théories définissent la traduction et les approches montrent comment traduire. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on traduit? On applique les approches ou on applique les théories? J'ai répondu à cette question en disant que c'est une décision hybride qui associe les théories et les Et approches. l'approche, Alors, oui. lorsqu'on analyse, Là, je suis d'accord. selon ma perspective, c'est-à-dire la perspective, c'est-à-dire que selon ma théorie inférentielle et selon mon approche sémantico-morpho-sémantique de la traduction, lorsqu'on a un énoncé, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme première phase, il faut faire une bonne lecture et une bonne interprétation sémantique, c'est-à-dire rechercher le vouloir dire. Rechercher le vouloir dire. Qu'est-ce que cet énoncé veut dire? Une fois qu'on a le vouloir dire, si le vouloir dire s'accorde avec ce qui est dit, alors on traduit. Si le vouloir dire ne s'accorde pas, on passe à l'interprétation et cette interprétation induit la reformulation morpho-syntaxique qui entraîne, n'est-ce pas, la reformulation des schèmes syntaxiques, des schèmes sémantico-syntaxiques de la langue cible, de la langue d'arrivée. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je le dis, il ne faut pas se livrer au suivisme structurel.
Étienne Dolay, je Non. pense, dans son quatrième principe sur la traduction, met en garde contre le suivisme structurel. Donc, lorsqu'on a un énoncé, on analyse qu'est-ce que l'énoncé veut dire, et puis est-ce que ce que l'énoncé veut dire correspond à ce qui est dit? Si oui, OK. Comment est-ce qu'on peut restructurer cela sur la base des schèmes sémantico-structurels de la langue d'arrivée? J'aurais une C'est comme ça qu'il question, faut procéder. juste revenir sur les inférences. Parce que vous avez l'anglais et le français. L'anglais est beaucoup plus, le français est beaucoup plus genré et l'anglais est beaucoup plus neutre. Alors l'anglais, eux, donc en français, on utilise beaucoup plus de pronoms personnels, de pronoms démonstratifs et tout ça. Donc c'est un peu moins clair. En anglais, ils vont répéter le même nom, John does that, John does that, tout le temps, parce qu'ils n'ont pas les ressources grammaticales nécessaires. Donc, en français, il y a une charge inférentielle, je vous dirais, qui est plus forte quand on va du français vers l'anglais que de l'anglais vers le français. Parce que l'anglais répète et répète. C'est ennuyeux, là, vous me direz, pour nous, francophones, qui cherchons toujours la diversité dans notre façon de nous exprimer. Mais la charge, vous comprenez ce que je veux dire? Les inférences sont pas pareilles d'une Oui, langue à l'autre, là. oui, Même la oui. Oui, direction. oui, oui, Pas oui, d'une langue à l'autre, mais la direction. Hmm. oui, là, vous abordez un aspect essentiel des inférences qui porte sur les pronoms. Mais il y a d'autres aspects, c'est-à-dire de manière globale, vous avez des énoncés qu'il faut interpréter. C'est-à-dire, c'est pourquoi Dan Speber et Edward Wilson parlent de la théorie de la pertinence. Dans la théorie de la pertinence, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la compréhension d'un énoncé allie coût et effet. Les coûts, ce sont les interprétations qu'on peut faire et les effets, ce sont en fait, les coûts, ce sont les différents efforts qu'on déploie pour comprendre et les effets, ce sont les différentes propositions inférables en contexte. Alors, cela revient à ce que nous disons que la traduction, elle est contextuelle. Elle est contextuelle, elle est situationnelle, elle est inférentielle. Lorsque je prends un exemple comme the evidence was admitted. Si on dit the Mhm. evidence was admitted. Bon, si nous faisons une traduction littérale, nous allons dire l'évidence a été admise. L'évidence a été admise. Or, il faut comprendre, il faut d'abord se poser la question, nous sommes où? Où sommes-nous? Il s'agit d'un texte juridique. Et Mhm. lorsque nous disons the evidence was admitted, nous sommes au tribunal et Mhm. evidence au tribunal signifie preuve. Oui. Ou bien dit élément de preuve. Alors, si nous commençons par traduire the evidence was admitted en disant l'évidence a été admise, c'est une traduction structurelle et littérale biaisée qui n'est pas acceptable. Lorsqu'on tient donc compte du contexte, on demande la question, on sait déjà qu'on est au tribunal, on pose la question, qu'est-ce qu'on veut dire par the evidence was admitted? Cela veut dire que soit les éléments de preuve ont été retenus, ou en d'autres termes, le tribunal a retenu les éléments de preuve. Voilà pourquoi on parle Oui. d'inférence. Voilà pourquoi on parle d'inférence. Parce que si on s'appuie sur, si on se focalise sur ce qui est devant nous, alors nous sommes à côté. Il faut s'assurer que, c'est pourquoi tout bon traducteur devrait être capable de dire que lorsqu'on lui pose la question de savoir comment on traduit ceci en telle langue, le traducteur devrait poser la question dans quel contexte. Parce que l'inférence, la notion d'inférence, la notion de vouloir dire est situationnelle. Elle se fait en contexte. Voilà pourquoi, avec cet exemple, nous avons dit the evidence was admitted. On dira plutôt que le tribunal a retenu les éléments de preuve. Puis On là, a vous avez inféré. la formule. Euh, bon, j'ai perdu mon idée. Non, c'est parce que ce que je vois aussi, c'est que vous avez tourné vous avez mis la phrase à l'actif, qui est une tournure de phrase beaucoup plus courante en français qu'en anglais. En anglais, il y a beaucoup plus de formulations passives aussi. Donc là, on était dans la syntaxe ou la Oui, oui, grammaire. on était dans la syntaxe parce que j'insiste sur le fait que la traduction n'est pas une question de structure. Pourquoi? Parce que chaque langue a sa structure. Et Mm. lorsque j'ai tourné en disant le tribunal a retenu les éléments de preuve,
je souscris tout simplement aux principes stylistiques de Émile Legrand qui ont été répertoriés par François Couture dans son texte à pile. Parce que François Couture, dans son texte à pile, tout comme Émile Legrand dans sa stylistique française, préconise de privilégier les sujets animés qui peuvent facilement retenir l'attention des auditeurs. Et il faut comprendre que la morphosyntaxe, elle est flexible. Nous ne sommes pas obligés de nous plier à la structure du texte source. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fond, et c'est ce fond qui commande la forme. C'est pourquoi nous disons l'idée commande la forme. Et c'est pourquoi j'ai préféré l'actif au passif. Et c'est ça que le traducteur doit comprendre. C'est ça. Vous me parlez de François Couture. Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront en rattrapage, François Couture, on peut le retrouver sur LinkedIn, n'est-ce pas? Oui, oui, François On Couture, on peut le peut, retrouver sur LinkedIn. celui dont vous parlez, là. Moi, je Oui, le oui, c'est un connaissais pas du traducteur. tout avant. Oui, Je le oui, connais c'est un grâce à traducteur. vous. Oui, oui, c'est un traducteur qui m'a beaucoup marqué parce que il a plus de 40 ans d'expérience et puis il a produit un chef-d'œuvre intitulé Texte à pile où il a pu récolter les principes stylistiques qui ont été développés par Émile Legrand. Vous savez, Émile Legrand a publié la stylistique française en près de 17 éditions. Et ce que François Couture a fait un travail exceptionnel, c'est qu'il a pu recenser les principes stylistiques d'Émile Legrand et il les a appliqués en traduction et c'est vraiment intéressant. Vraiment, je recommande cet ouvrage parce que même dans mes analyses, je l'associe à mon approche sémantico-morphologique de la traduction et c'est formidable. Je ne connais pas François Couture. Est-ce qu'il est québécois, canadien ou Oui, mais français? il est Il est, québécois, il peut se OK, il est retrouver au à... Québec. OK, en Oui, plus. OK, on l'a tout il, près de nous. oui, il est auprès de vous. Donc, vous pouvez le retrouver facilement sur LinkedIn ou bien vous tapez Oui. tout simplement sur Google On peut François aller prendre un Couture. café avec lui, là, si on veut. Oui, 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 effectivement. Alors, écoutez, là, je vois que le temps passe. On a encore peut-être 5 minutes. Ça va très, très vite, là. Je trouve ça fort intéressant. Ce que je retiens dans la conjoncture actuelle, c'est pour ça que je tenais à faire un épisode avec vous parce que c'est un peu le chaos avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et ce que je retiens le plus encourageant, c'est votre approche dans laquelle vous mettez l'accent en pédagogie sur l'importance d'apprendre la sémantique ou d'amener les traducteurs à renforcer leurs connaissances en sémantique. Parce que c'est par là que ça passe. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus par où prendre le problème là, avec toutes les technologies là, qui sont sur le marché, qui arrivent. Et puis l'année prochaine, on va avoir encore, là, on s'en va vers l'intelligence artificielle générale, là. Fait que encore, ça va encore se complexifier. Donc, si on revient à nous, il faut revenir au traducteur et c'est vraiment par la sémantique et que ça passe. Et là, vous avez décliné l'aspect inférentiel qui est important et tout ça. Alors, le contexte, la situation, le contenu, le message, l'intention. Alors, c'est toutes des choses profondément humaines et qu'il faut qu'on continue à développer pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle notre outil. C'est ça. Oui, 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 Est-ce que j'ai effectivement. un peu compris votre approche? Oui, oui, il est fondamental de renforcer les compétences en sémantique parce que quand C'est vous ça. prenez une traduction spécialisée comme la traduction juridique, il faut, pour interpréter l'intention du législateur, il faut avoir un bon bagage linguistique. Il faut avoir un bon bagage linguistique parce que vous voyez, par exemple, le droit s'appuie sur le langage ordinaire avant de développer son vocabulaire qui lui est spécifique. Et donc, pour faire une bonne interprétation juridique, il faut passer par la sémantique interprétative de Rastier. Et c'est pourquoi il est important de renforcer les compétences parce que si vous vous limitez à la structure de surface, vous allez toujours faire fausse route et que ce soit en interprétation simultanée ou consécutive ou bien en traduction, il est fondamental de renforcer les compétences en sémantique parce que le Donc, message, oui, passe par là. oui, parce Donc, que, à l'école d'interprétation et de traduction, c'est l'acquisition des compétences en sémantique. C'est bien ça. Et une oui, fois qu'on est sur le marché du travail, c'est les renforcer.
avec Oui. toujours les entretenir, les renforcer, les faire évoluer. Oui, les faire évoluer et puis travailler aussi sur la stylistique parce que tant que le message n'est pas, vous savez, Émile Legrand dit que, rappelez-vous que l'oreille ne sera pas contente si elle est blessée. C'est-à-dire que l'information qu'on transmet doit, doit plaire à l'oreille. Voilà pourquoi, vous savez, le cerveau humain est surchargé de connaissances et pour attirer l'attention, il faut des formules expressives, des belles formules. C'est ça qui fait la beauté. Voilà pourquoi François Couture parlera de concision, d'expressivité. C'est-à-dire des ciseaux, je dirais même des ciseaux stylistiques, si vous me Oh, c'est permettez joli. C'est vraiment l'expression. mignon. Oh, Oui, c'est beau, c'est joli. parce qu'il ne faut pas surcharger, il faut pas que la traduction soit une surcharge sémantique qui ne sert à rien. Il faut qu'elle soit embellie par des bonnes formulations. Voilà pourquoi il faut non seulement renforcer les compétences en sémantique, mais aussi En les associer à stylistique, la stylistique. mais d'abord la sémantique et après, une fois qu'on a une bonne base, on en rajoute une couche, si je comprends bien, on s'en va vers la stylistique. C'est bien ça? Effectivement. Oh mon Dieu. Eh, merci beaucoup, Thomas. Eh, merci beaucoup. Là, c'est plus clair pour moi. J'espère que ça va aider bien de nos collègues, beaucoup de nos collègues à faire le point sur ce qui se passe autour de nous en traduction maintenant. Oui, Alors, pour ceux qui... oui, Oui, c'est moi qui allez-y. vous remercie. C'est moi qui vous remercie vraiment de m'avoir Pouvez-vous nous invité. dire, ben ça m'a fait plaisir, puis on va pouvoir vous suivre sur votre chaîne. Vous allez me donner le lien vers votre chaîne YouTube où vous allez afficher l'enregistrement de notre épisode, là, de l'entrevue que vous venez de m'accorder. Et je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube à moi, fait que les gens, s'ils veulent donner aussi cette information-là, pourront le faire. Et je vais aussi mettre sur Spotify l'entrevue d'aujourd'hui avec Thomas Daquin. Merci à tout le Je monde. vous- Oui, je vous remercie vraiment. Je remercie tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.